On envoie tous les jours des messages, on fait des achats, on partage des infos, et on s'attend à ce que tout ça reste privé. Mais comment ça marche au juste? Comment nos données restent-elles secrètes? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bienvenue dans le monde fascinant de la cryptographie. Pour comprendre tout ça, on va commencer par une histoire toute simple, avec nos deux personnages principaux. D'abord, voici Alice. Tout ce qu'elle veut, c'est envoyer un message secret à son ami Bob. Mais bien sûr, ce ne serait pas drôle sans un antagoniste. Voici Mallory. Et son but dans la vie, intercepter et lire les messages d'Alice. Mallory, ça peut être n'importe qui. Un hacker, une agence, ou juste un voisin un peu trop curieux. La question est donc posée. Comment Alice et Bob peuvent-ils avoir une conversation privée, alors qu'ils savent que Mallory est là, à l'écoute, prête à tout intercepter? C'est le défi fondamental que la cryptographie doit résoudre. Alors, comment on fait? La première partie de la solution tourne autour d'un concept que l'on connaît tous, les clés et les serrures. Imaginez que chaque message est enfermé dans un coffre-fort. L'approche la plus directe, c'est ce qu'on appelle le chiffrement symétrique. C'est simple. Alice et Bob utilisent exactement la même clé secrète. Une clé pour fermer le coffre et la même clé pour l'ouvrir. C'est super rapide, très efficace, idéal pour chiffrer de gros volumes de données. Ça a l'air parfait, non? Sauf qu'il y a un hic. Et c'est un énorme problème. Comment Alice peut-elle donner la clé secrète à Bob en toute sécurité au tout début? Si elle la lui envoie, Mallory pourrait très bien l'intercepter. Et là, c'est fini. Tout le système s'effondre. Et c'est là qu'intervient une idée absolument géniale, le chiffrement asymétrique. Oubliez la clé unique, ici on a une paire de clés qui fonctionnent ensemble, une clé publique et une clé privée. Pensez à une boîte aux lettres. Tout le monde peut y glisser une lettre via la fente, qui est publique. Mais seul le propriétaire, avec sa clé privée, peut ouvrir la boîte. Le mécanisme est d'une élégance folle. Bob crée sa paire de clés, il garde sa clé privée précieusement pour lui. Par contre, sa clé publique, il peut la distribuer à qui veut, même la publier dans le journal. Alice utilise cette clé publique de Bob pour verrouiller son message. Et voilà le point crucial. Une fois le message verrouillé avec la clé publique, seule la clé privée correspondante peut le déverrouiller. Même si Mallory met la main sur la clé publique et le message chiffré, elle est bloquée. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, ce sont des algorithmes bien connus qui font le travail. Pour le symétrique, on entend souvent parler d'AES, et pour l'asymétrique, le grand classique, c'est RSA. On remarque d'ailleurs que les clés sont beaucoup plus longues en asymétrique. C'est parce que les calculs mathématiques derrière sont bien plus complexes, et il faut cette longueur pour garantir un niveau de sécurité à toute épreuve. Ok, super, le message d'Alice est maintenant secret. Mallory ne peut plus le lire. Mission accomplie? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui empêche Mallory d'intercepter le message et de le modifier avant de le renvoyer à Bob? Ou pire, de se faire passer pour Alice. Il nous manque deux choses, l'intégrité et l'authenticité. Pour ça, on a un autre outil magique dans notre panoplie, le hachage. Le hachage, c'est un peu comme une empreinte digitale pour les données. C'est un algorithme qui prend n'importe quel message et le transforme en une chaîne de caractères unique. Si on change ne serait-ce qu'une virgule dans le message original, l'empreinte digitale change complètement. Et surtout, c'est à sens unique. Impossible de retrouver le message à partir de son empreinte. Alors, comment ça marche en pratique? C'est simple. Alice calcule l'empreinte de son message et elle envoie les deux à Bob. Le message et son empreinte. Bob, de son côté, reçoit le message et recalcule lui-même l'empreinte. Ensuite, il compare. Si les deux empreintes sont identiques, bingo, il sait que le message n'a pas été touché. Si Mallory avait modifié quelque chose, même un tout petit détail, les empreintes ne correspondraient plus. Bon, on sait maintenant que le message est intact. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est Alice qui l'a envoyé? Après tout, Mallory pourrait très bien fabriquer son propre message, calculer son hachage et envoyer le tout à Bob en se faisant passer pour Alice. Comment être sûr de l'expéditeur? Et là, attention, c'est l'un des retournements de situation les plus brillants de la crypto, la signature numérique. On va réutiliser les clés asymétriques, mais à l'envers. Alice prend l'empreinte de son message, mais au lieu de l'envoyer telle qu'elle, elle la chiffre avec sa propre clé privée. C'est ça, sa signature. Quand Bob reçoit le tout, il utilise la clé publique d'Alice pour déchiffrer la signature. S'il réussit, ça lui prouve deux choses. Que le message n'a pas été modifié et que c'est bien Alice, la seule détentrice de la clé privée, qui l'a envoyé. Impossible de tricher. On a donc résolu la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité. Parfait pour Alice et Bob. Mais maintenant, passons à une autre échelle, Internet. Comment est-ce qu'on fait confiance à des millions de serveurs qu'on ne connaît pas? Comment mon navigateur sait-il que la clé publique du site de ma banque est la bonne? C'est le vrai problème que la confiance sur le web. Rien n'empêche Mallory de créer un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la banque avec sa propre paire de clés. Si on se connecte dessus, on chiffrera nos infos avec sa clé publique à elle. Et là, c'est le drame. Comment éviter ça? Pour résoudre ce problème, on a mis en place ce qu'on appelle une infrastructure de confiance. Et au cœur de cette infrastructure, on trouve des organismes qu'on appelle les autorités de certification, ou AC.
Leur boulot, c'est d'être les notaires, le bureau des passeports d'Internet. Le processus est assez strict. Le propriétaire d'un site web doit prouver son identité auprès d'une de ses autorités. Une fois que l'AC a bien vérifié que le site est légitime, elle va créer un certificat. C'est un document officiel qui lie la clé publique du site à son identité. Et pour sceller le tout, l'AC va signer numériquement ce certificat avec sa propre clé privée, qui est ultra protégée. Et c'est ça la fameuse chaîne de confiance qui fait fonctionner tout le web. Nos navigateurs, comme Chrome ou Firefox, sont livrés avec une liste préinstallée de ces autorités de certification de confiance. Quand on se connecte à un site web, le navigateur demande son certificat. Il regarde qui l'a signé. Si le signataire fait partie de sa liste de confiance, alors le navigateur dit « Ok, je te fais confiance » et il établit la connexion sécurisée. C'est ce qui nous donne le petit cadenas et le HTTPS dans la barre d'adresse. Alors voilà, si on rassemble tous les morceaux du puzzle, on se rend compte que ces concepts ne sont pas juste de la théorie. Ils sont au travail en permanence pour protéger notre vie numérique. En fait, la cryptographie moderne veille sur nos données dans tous leurs états. Quand elles voyagent sur Internet, on parle de données en transit. Elles sont protégées par des protocoles comme TLS. Quand elles sont stockées sur un disque dur, ce sont des données au repos. Elles sont protégées par le chiffrement du disque. Et même quand elles sont en cours d'utilisation, c'est-à-dire dans la mémoire vive de l'ordinateur, des technologies de plus en plus avancées permettent de les isoler. Au final, la cryptographie, c'est bien plus que des algorithmes compliqués. C'est la pierre angulaire de la confiance et de la sécurité dans notre monde connecté. C'est un jeu permanent du chat et de la souris entre ceux qui protègent les secrets et ceux qui veulent les percer. Et avec l'arrivée de nouvelles menaces comme les ordinateurs quantiques, la question n'est plus de savoir si nos méthodes actuelles sont sûres, mais plutôt pour combien de temps. Le prochain grand défi est déjà là.